bonsoir à tous. Excusez notre retard. Je rappelle que nous tenons régulièrement ces rendez-vous de la recherche avec des chercheurs et des opérationnels sur des thèmes très variés et que c'est finalement peut-être le seul événement, quasiment le seul, qui soit ouvert au grand public. Donc, merci beaucoup. C'est d'autant plus important que, comme vous le savez, le ministère des Outre-mer est maintenant une partie du ministère, je vous ai fait peur, de l'Intérieur et des Outre-mer. Donc, nous sommes ravis d'avoir, entre guillemets, récupéré la rue Oudinot. Nous organisons pour la session nationale Sécurité et Justice, qui réunit environ 90 auditeurs, ce voyage d'études à mi-parcours, puisqu'il y aura un voyage d'études en Espagne en fin d'année scolaire, puisque nous sommes sur l'année scolaire, ce voyage d'études la semaine prochaine en Guyane. Voilà, nous étions l'année dernière à la même époque à Marseille, mais c'est la première fois depuis quelques années que ce voyage d'études de mi-parcours se déroule outre-mer. Donc, pour préparer ce voyage, et puis au-delà pour les auditeurs intéressés par la Guyane, nous avons réuni Mathieu Nouchet, géographe au CNRS, qui a publié un atlas critique de la Guyane et dont l'approche cartographique, je l'espère, permettra d'identifier ou de déconstruire peut-être certaines idées sur cette partie du monde. Nous entendrons ensuite Frédéric Joram, qui est adjoint à la directrice générale des Outre-mer, Sophie Broca, et il nous présentera les enjeux actuels de l'action de l'État dans ce territoire. Negerson Perdius, journaliste, rédacteur et présentateur de la chaîne Guyane La Première, qui donc, s'il arrive à nous rejoindre, nous apportera son éclairage personnel, son éclairage de terrain. Voilà, donc je donne tout de suite la parole à Mathieu pour cette présentation, disons, géographique de la Guyane. Voilà. Ben, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je suis ravi de vous présenter une partie de nos travaux et en particulier, donc, effectivement, cet Atlas critique de la Guyane, qui est un ouvrage que j'ai coordonné avec Laurent Polidori, qui est professeur à l'université de Belém, qui est sorti en 2020 aux éditions CNRS et qui réunit plus de 80 contributeurs qui sont à la fois des scientifiques, mais aussi des acteurs de différents domaines, des collègues de la préfecture, des gens d'ONG, des militants, de contributeurs en Guyane, un tiers en France hexagonale et un tiers ailleurs dans les Antilles ou à l'étranger. Donc moi, je suis chercheur au CNRS, je suis professeur associé à l'Université Laval à Québec, donc au Canada, chercheur au CNRS en France à Bordeaux dans un laboratoire de sciences sociales qui s'appelle Passage et je suis géographe. Et je suis également directeur adjoint du GDR Magis. Le GDR Magis, c'est un groupement de recherche qui fédère tous les chercheurs qui, dans différents domaines, essentiellement en géographie, en informatique, en sciences environnementales, travaillent dans le domaine de ce qu'on appelle les sciences de l'information géographique, donc pour faire court, la cartographie numérique contemporaine. Et puis également membre du réseau de recherche Dialogue, qui est un réseau de recherche spécialisé dans les recherches sur l'autochtonie. Donc ce que je vous propose donc en une demi-heure, c'est de vous présenter, alors d'organiser ma présentation en 4 parties. D'abord, vous présenter un petit peu mes ancrages théoriques, pourquoi travailler dans le champ de ce qu'on appelle la cartographie critique. Donc je ne vais pas me lancer dans un grand cours magistral, ça sera juste vraiment quelques éléments de présentation très très rapides, mais pour vous montrer un petit peu le contexte et pour que vous compreniez d'où je parle. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi on a choisi de mettre en place un atlas critique et pourquoi cet exercice, on a choisi de le faire sur la Guyane. Et puis, pour vous montrer un peu plus concrètement son contenu, je développerai donc 2 exemples qui sont issus de 2 des 12 chapitres que compte cet ouvrage, un centré sur la toponymie et un autre centré sur la forêt, en vous montrant comment, à travers cet exercice de cartographie critique, on a comme c'était précisé en introduction, chercher à déconstruire un certain nombre d'idées reçues sur ce territoire
C'est Sébastien Grezmul, historien des sciences, qui parle de visiotypes pour parler de tous ces visuels dont les cartes sont partie prenante, qui participent finalement à alimenter nos imaginaires et à construire des stéréotypes sur différents territoires. Donc nous, notre objectif, c'était justement de déconstruire ces visiotypes pour montrer des visions différentes et plurielles de ce territoire. Et puis en fin de parcours, je vous parlerai très rapidement d'une petite étude qui est en cours. Pendant 1 an, on travaille avec l'EMOPI, que vous allez, je crois, rencontrer dans votre mission sur le terrain la semaine prochaine. Donc l'EMOPI, c'est l'état-major interarmé de lutte contre l'orpaillage illégal et la pêche également illégale, qui est donc rattaché directement à la préfecture. Et on mène une étude pour eux qui a débuté en janvier, qui va durer 1 an, sur la question de la cartographie de l'orpaillage illégal et notamment de la stratégie de communication de l'État par rapport à toutes les données d'observation dont disposent les différents services de l'État. Donc, je pourrais vous en dire 2 mots, et puis si ça vous intéresse, on pourra bien sûr en discuter plus largement. Donc, je démarre avec la première partie pour rappeler rapidement donc, quelques éléments d'ancrage théorique. Donc, moi, je suis effectivement chercheur à Bordeaux au CNRS et je travaille en fait sur les enjeux sociopolitiques de la fabrique et de l'usage des cartes et des technologies de géolocalisation. Donc, d'un point de vue théorique, j'inscris mes recherches dans ce qu'on appelle la cartographie critique, qui est un champ de recherche qui s'est développé dans les années 80, qui a cherché à essayer de remettre en cause un peu les postulats positivistes de la carte comme une représentation forcément neutre et précise du territoire. Donc, il y a un texte de référence dont je vous ai mis la référence en bas là, de cette diapo, qui est de John Bryan Earley, qui s'appelle « Déconstruire les cartes », qui est paru en 1989 dans la revue Cartographica, et qui invite vraiment les chercheurs en sciences sociales à concevoir les cartes non pas comme des miroirs de la nature, mais comme des textes culturels qu'il faut analyser pour en déceler un certain nombre d'enjeux politiques et sur notamment des luttes de visibilité qui peuvent se jouer sur les territoires. Donc Bryan Earley souligne notamment dans ses travaux qu'il y a un double pouvoir des cartes, le pouvoir externe qui est en fait le pouvoir du cartographe qui va être le seul ou de son commanditaire, qui vont être les seuls à avoir la main sur le contenu de la carte, à choisir ce qu'on va ou pas représenter, comment, à quelle échelle on va travailler, quels sont les objets qu'on va travailler, quelle est la sémiologie, quelles sont les couleurs, les symboles qu'on va utiliser. Et donc, Earley nous dit il y a tout un travail à faire pour bien comprendre l'intentionnalité cartographique. Dès lors qu'on voit une carte, qu'on a une carte entre les mains, on peut finalement faire une analyse, une déconstruction de la carte pour bien comprendre les intentionnalités des différentes parties prenantes. Et puis, Earley nous dit il y a également un pouvoir interne des cartes, c'est que la carte a aussi une capacité à être performative. On dit souvent la carte n'est pas le territoire. En fait, Earley nous dit l'inverse. Dans bien des cas, il suffit qu'un phénomène soit cartographié pour qu'il accède au statut de vérité. Donc, il nous dit qu'il est important d'étudier cet effet de vérité des cartes et de comprendre comment elles performent, elles agissent, notamment dans le débat public. Voilà, donc moi, je travaille dans ce champ-là, à essayer d'analyser les enjeux autour de la fabrique cartographique, sachant qu'en fait, depuis quelques années, on voit tout un mouvement de contestation de la production cartographique institutionnelle, à la fois la production des États, mais la production aussi des États-nations, mais aussi parfois de grandes multinationales, avec tout un mouvement de démocratisation de la production cartographique qui a pu être mené. L'idée, c'était pour un certain nombre de militants de faire redescendre la cartographie de son piédestal objectiviste et positiviste et d'amener la population, les personnes qui étaient concernées par exemple par différents projets d'aménagement, à produire eux-mêmes leurs propres cartes en développant des méthodes participatives, notamment de cartographie participative. Alors ça se fait beaucoup en Guyane, par exemple le parc amazonien de Guyane, par exemple le WWF, par exemple tout un tas de dispositifs ont vu le jour pour essayer de produire ce qu'on appelle aussi des contre-cartes, c'est-à-dire des cartes qui ne sont pas produites par les autorités publiques et qui vont s'inviter dans le débat public pour essayer de contester différents projets d'aménagement ou essayer de rendre visibles autrement différents phénomènes. Et ce mouvement, il s'amplifie avec l'essor des technologies numériques, puisqu'aujourd'hui, la cartographie est devenue un instrument beaucoup plus facile à prendre en main. Vous avez des outils grand public comme Google Maps ou autres qui permettent presque à tout un chacun d'aller avec un GPS, avec un téléphone portable, produire du contenu, le mettre en carte et le diffuser très rapidement sur Internet. Donc, il y a comme ça tout un jeu de cartes et de contre-cartes, toute une cartographie participative qu'il est aussi intéressant d'analyser à partir des questions d'intentionnalité et de performativité que j'évoquais juste avant.
Alors, je vous le disais, c'est lié notamment au tournant numérique. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite notamment à consulter un web documentaire qui est disponible en libre accès en ligne, qui s'appelle Révolution géospatiale, qui est produite par l'université de Penn State aux États-Unis. C'est 5 épisodes de 10 minutes et qui vous montrent très bien comment les technologies de géolocalisation, au-delà de simplement de la carte, ont pénétré vraiment toutes les sphères de la société et sont finalement extrêmement diffuses et permettent désormais de produire différents contenus et des contenus plus ou moins alternatifs. Alors moi, c'est précisément sur ça que je mène mes travaux et j'ai publié notamment en 2017 un petit livre qui s'appelait Les petites cartes du web, approche critique des nouvelles fabriques cartographiques, dont l'objectif était justement de dire que toutes ces petites cartes qui ne sont pas les grands récits cartographiques de l'IGN, des grands instituts de statistiques ou des grands opérateurs privés, toutes ces petites cartes qui sont produites par des milliers de collectifs, de citoyens, de militants, sont potentiellement intéressantes à analyser parce qu'en fait, elles nous disent beaucoup, elles nous renseignent beaucoup sur la société, sur les enjeux qui sont mis en évidence, sur des luttes de visibilité, sur différents enjeux autour de différents territoires. Et en travaillant donc dans cet esprit, c'est ce qui m'a amené depuis maintenant plus de 15 ou 20 ans à travailler en Guyane, où je suis d'abord intervenu comme formateur, et puis ensuite pour des missions d'expertise, et où depuis une dizaine d'années, j'interviens 2, 3, 4 fois par an, notamment dans le cadre de programmes de recherche, constatant qu'en fait en Guyane, il y a une véritable appétence pour la cartographie, avec une cartographie participative et une cartographie militante qui s'est développée beaucoup moins vite qu'elle ne s'est développée dans le pays voisin, par exemple le Brésil, mais qui aujourd'hui prend petit à petit de l'ampleur, avec des connexions internationales très fortes, des ONG en Europe qui sont connectées à des réseaux locaux et qui vont aller mettre en place des contre-observatoires, des plateformes cartographiques. Et on voit que la carte occupe désormais une place relativement importante et fait l'objet notamment d'un certain nombre de demandes d'autorités, par exemple coutumières. Je pense notamment au Grand Conseil coutumier, on pourra y revenir un petit peu plus tard. Donc, il m'a semblé intéressant, moi, de travailler en particulier cette question de la cartographie, de la contre-cartographie sur plus globalement le bouclier des Guyanes et en particulier la Guyane française, puisque c'est un territoire dans lequel il y a un certain nombre d'enjeux en matière de production cartographique. Alors, quand je parle du bouclier des Guyanes, simplement pour positionner un petit peu les choses, le bouclier des Guyanes, c'est une entité géographique qui rassemble le nord du Brésil, en particulier l'État de l'Amapá, qui est voisin de la Guyane française, et puis également le Suriname, le Guyana et une partie du Venezuela. Et c'est un territoire qui est reconnu comme une écorégion depuis peu de temps par l'UICN, avec tout un tas d'enjeux qui se jouent finalement au-delà des frontières des États-nations et des territoires des États-nations, et pour lesquels, en matière de cartographie, on a bien souvent du mal sur tout un tas de thèmes, la biodiversité, les questions de l'eau, les questions de sécurité ou de géopolitique. On a bien souvent du mal à établir un bilan cartographique à l'échelle du bouclier des Guyanes, alors qu'un certain nombre d'enjeux se jouent certainement à cette échelle-là. C'est un territoire qui est intéressant à analyser aussi d'un point de vue cartographique, parce que d'un point de vue géopolitique, c'est un territoire dans lequel il y a beaucoup de conflits. Alors, vous avez à gauche une carte qui vous présente en hachure tous les conflits terrestres actuellement dans le bouclier des Guyanes. Donc, vous voyez que le Venezuela revendique plus de la moitié du Guyana, que le Guyana est aussi en conflit avec une partie du Suriname et que le Suriname et la Guyane française, s'ils ont résolu un tronçon frontalier sur le Maroni qui posait problème, ont encore une zone en conflit au sud-ouest du territoire de la Guyane française. Et puis sur la carte de droite, vous avez la même situation, mais dans les mers, avec là aussi un certain nombre de conflits de différents frontaliers dans des zones dans lesquelles, en plus, bien sûr, des ressources et du pétrole sont potentiellement présents. Donc on est sur un territoire dans lequel il y a un rôle des cartes très important. Historiquement, il y a eu aussi des conflits frontaliers qui ont été résolus, notamment avec le Brésil, et c'est vraiment par un combat de cartes et de contre-cartes entre Français et Brésiliens que les décrets ont été arrêtés. Et puis, c'est également un territoire qui est intéressant parce que c'est un territoire dans lequel on va retrouver encore beaucoup de blancs sur les cartes, contrairement à une idée reçue qu'on peut avoir un peu de se dire, en fait, on connaît tout sur tout, on est face à un déluge de données et on a des référentiels cartographiques qui couvrent tous les territoires. En Guyane française, ce n'est pas le cas. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, par exemple, c'est la couverture en carte au 50 millième dans les années 1950. Donc vous voyez qu'on avait simplement
une partie du littoral qui était couvert et une partie de l'est et de l'ouest de la Guyane. Et ce que vous avez ici à côté, c'est la couverture cartographique au 25 millième. Donc la carte au 25 millième, hein, c'est la carte bleue du randonneur, la carte classique, celle qu'on donne nous à nos étudiants en géographie. Et vous voyez que quand on la regarde sur le géoportail de l'IGN, on a en fait quelque chose qui ne ressemble pas à grand-chose, hein. On a un territoire qui flotte au milieu d'un no man's land, avec une couverture qui va de l'estuaire du Maroni à l'ouest à l'estuaire de l'Oyapock, mais à peine. L'Oyapock est à peine couverte. Et donc, on a une couverture extrêmement partielle du territoire. Vous pouvez noter d'ailleurs dans les textes de l'IGN qui a un certain nombre d'obligations de service public de production cartographique, qu'à chaque fois qu'il est fait mention d'un référentiel national à produire, par exemple, il y a un grand projet en ce moment au niveau national sur ce qu'on appelle les données LIDAR, qui sont des données radar pour avoir un relief très précis. À chaque fois, il y a un petit astérix qui précise en note de bas de page que exception faite à la Guyane. La Guyane, c'est vraiment un territoire d'exception en matière de production cartographique, avec une présence très importante de territoires très faiblement cartographiés ou avec une cartographie extrêmement lacunaire. Alors, c'est aussi un territoire qui, historiquement, est intéressant à étudier parce que les cartes ont joué un grand rôle, notamment dans la conquête coloniale. Et c'est notamment un territoire où on voit très bien l'illustration aussi d'une situation qui est là aussi souvent une idée reçue, c'est qu'on a souvent l'impression que la carte, c'est une science cumulative. On passe notre temps à acquérir des connaissances sur le territoire et à affiner, approfondir la cartographie. Ce n'est pas toujours le cas, et en Guyane, à plusieurs reprises, il y a eu d'énormes retours en arrière. C'est le cas, par exemple, à travers ces deux cartes que je vais vous présenter. Donc, la première, elle date de 1732. Vous avez donc au nord-ouest l'estuaire du Maroni, qui fait aujourd'hui frontière entre la France et le Suriname. Et vous avez, vous l'apercevez au sud-est, l'estuaire du Kourou qui est indiqué. Et donc, sur cette zone du territoire guyanais, vous voyez qu'il est fait mention à l'intérieur du territoire de petits villages avec la présence, donc on nous dit, de Galibi, qui sont l'ancien nom qu'on donnait aux communautés Kalina, et puis également la présence de villages d'Indiens Palikour. Et vous voyez qu'en lettres capitales, en bas de la carte, on nous parle de la présence de nations indiennes. On est là en 1732. 31 ans plus tard, en 1763, la France connaît quelques déboires du côté du Canada, décide de s'investir de façon beaucoup plus volontariste en Guyane et de développer une grande colonie blanche. Le métier, la cartographie, l'entreprise cartographique est remise sur le métier. De nouvelles cartes sortent, elles s'appuient sur toutes les archives, et là vous avez une carte donc produite 31 ans après la carte précédente, exactement dans le même secteur, hein. Vous voyez l'estuaire du Maroni au nord-ouest et l'estuaire du Kourou au sud-est, et vous voyez que les villages amérindiens ont disparu, et à la place, vous avez en lettres italiques fait mention en capitale la présence de belles et très fertiles plaines que doit habiter la nouvelle colonie française. Donc on est typiquement là dans le cas d'un recul en matière de connaissances cartographiques, hein, et plutôt d'un blanchiment de la carte pour créer le mythe de la terra nullius et pour développer cette idée qu'il était justifié d'aller coloniser ce territoire. Alors là, c'était une des justifications historiques qui rend le travail autour de la cartographie intéressant. Une justification plus contemporaine, c'est d'un point de vue plus méthodologique et technique. La Guyane est un territoire extrêmement complexe à cartographier, notamment parce qu'on est à proximité de l'équateur et qu'on a donc une couverture nuageuse extrêmement dense. Là, vous avez à l'image une image satellite de la NASA, une image brute, MODIS, telle qu'elle sort. Et donc, vous voyez, tout ce qui est en blanc, c'est la couverture nuageuse. Et comme la production cartographique aujourd'hui se fait beaucoup par un travail de photo-interprétation, quand vous avez des nuages, il est bien difficile de voir ce qui se passe dessous et de pouvoir le cartographier. Alors, il y a d'autres techniques qui existent, des techniques radar notamment, mais qui ne permettent pas d'avoir la même finesse en termes de production cartographique. Et donc, cette carte que vous verrez peut-être si vous vous baladez dans les administrations en Guyane ou si vous regardez les manuels scolaires, elle est affichée aussi vraiment, elle est très présente. Elle semble nous donner une photo à un instant T de la Guyane. Donc, à gauche, vous avez les couleurs naturelles et puis à droite, le rouge. Plus c'est rouge foncé, plus l'activité chlorophyllienne est importante. Mais en fait, ce n'est pas du tout une photographie à un instant T, puisque pour réussir à produire cette image satellite, il y a en fait 700 images satellites qui ont été du satellite Spot qui ont été récupérées. 200 ont été sélectionnées, elles ont été découpées, mosaïquées, collées les unes à côté des autres, et ensuite on a
fait tout un travail d'harmonisation des couleurs pour donner l'impression qu'on était sur une photo, la one shot de la Guyane. Alors qu'en fait, non, on a 2 ans d'écart entre la plus ancienne et la plus récente photo. Et on pourrait dire que la Guyane, comme le bouclier des Guyanes, ne se laisse pas en fait prendre en photo et n'est donc pas un territoire qui s'appréhende par le haut, par la vue projectionnelle, de façon extrêmement simple. Voilà, donc c'est toutes ces raisons, moi, qui m'ont amené à m'intéresser à la Guyane et qui m'ont amené, je passe un peu plus vite, et qui m'ont amené en fait à, à accumuler finalement des connaissances sur la production cartographique. Et en 2017, il y a deux personnes, deux autorités guyanaises qui m'ont demandé de produire un atlas sur la Guyane, puisque le dernier atlas datait de 2008. Et donc, elles m'ont demandé de produire un atlas qui remette un petit peu à plat les connaissances. Et en fait, j'ai refusé cette demande parce qu'elle venait en fait de 2 personnes qui étaient, si on fait court, dans des camps un petit peu différents, qui avaient en tout cas des positions politiques très arrêtées et très différentes. Et moi, je voulais conserver un peu mon indépendance de chercheur. Et puis ensuite, je n'étais pas très intéressé par ces atlas très encyclopédiques. Le dernier, c'était celui-là, qui en fait vous présente souvent un thème sur la Guyane, une carte de la Guyane. Et puis on change de page, on change de thème. Et à chaque fois, on a une carte à l'échelle de la Guyane. Donc le tourisme, la carte du tourisme. L'archéologie, la carte de l'archéologie. Et on est dans une approche très encyclopédique qui donne une vision très monocorde du territoire. Donc, on a un peu détourné la commande, on n'a pas répondu finalement à nos 2 interlocuteurs et on est parti dans un projet tout seul qu'on a proposé à un éditeur qui a accepté, qu'on a proposé aussi à tout un tas de collègues guyanais pour vérifier qu'ils sentaient le projet pertinent. Et donc, on a lancé ce qu'on a appelé un atlas critique de la Guyane. Donc, vous avez ici la liste des 80 contributeurs. L'idée de l'atlas critique, c'est de dire on va choisir 12 thèmes, donc 12 chapitres. Pour chacun de ces thèmes, on va prendre la carte dominante. Alors, ce qu'on appelle la carte dominante, c'est la carte qui en fait véhicule, c'est la carte qui fait autorité. Par exemple, si vous pensez à la forêt, aujourd'hui, il y a une carte de l'ONF qui revient tout le temps. Si vous pensez à l'orpaillage, il y a une carte du WWF. Donc, on prend ces cartes dominantes, on les déconstruit, c'est-à-dire qu'on montre dans quel contexte elles ont été produites, et ensuite, on propose d'autres cartographies du même domaine, du même thème. Donc, soit on reprend exactement les mêmes données qu'on va traiter différemment, soit on va aller chercher d'autres données, collecter d'autres données, produire d'autres cartes différemment. Donc, pour être un peu concret, je vous montre rapidement un exemple autour de la toponymie. Autour de la toponymie, en 2017, il y a un ouvrage qui est sorti, qui est une espèce de bible de la toponymie française par Roger Brunet, qui s'appelle donc Trésor du terroir et dans lequel il va décrire tous les toponymes de France. Et sur la Guyane, donc on a 700 pages pour la France, simplement une demi-page sur la Guyane, avec une grande description du littoral. Et puis on nous dit, sur l'intérieur du territoire, 2 vastes territoires ne sont peuplés ni d'habitants, donc finalement, il n'y a pas de toponyme. Et de fait, Roger Brunet s'est appuyé sur le géoportail pour réaliser son étude. Donc en fait, ce qu'il a vu de la Guyane, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est uniquement ces cartes aux 25 000. Donc l'idée pour nous, c'était de montrer que ce n'est pas tout à fait le cas et qu'il y a plein d'autres toponymes qui existent en Guyane et des toponymes qui sont différents et qui, pour certains, sont reconnus, pour d'autres, sont plutôt ce qu'on pourrait appeler des toponymes d'usage. Donc on a montré notamment que la toponymie officielle aujourd'hui en Guyane, elle était très marquée et figée sur la période des pionniers et des orpailleurs et elle renvoie d'ailleurs très souvent à une image assez connotée et assez négative du territoire. Alors que d'autres projets existent. Par exemple, il y a eu des projets de cartographie participative menés par le Parc amazonien et le CNRS pour produire des cartes de ce type où vous voyez une toponymie qui a été traduite en 3 langues, en teco, en wayapi et en français, tout au sud de la Guyane, dans la commune de Camopi. Et puis, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces toponymes, ce n'est pas simplement des points avec des noms sur des cartes, mais ça nous renseigne vraiment sur des histoires, sur la nature. Il y a énormément d'éléments de connaissance à travers ce nommage du territoire. Voilà, d'autres exemples ont été donnés, cette fois-ci avec les Wayana du côté du Maroni. On a également réalisé un travail de cartographie avec les habitants des quartiers d'habitat spontané. Là, on est à Saint-Laurent-du-Maroni. Saint-Laurent-du-Maroni, qui est la ville qui explose, qui dépassera Cayenne démographiquement dans les années à venir et qui compte plusieurs quartiers d'habitats informels qui n'apparaissent pas donc sur les cartes officielles et qui pourtant sont les quartiers dans lesquels la dynamique démographique et la jeunesse est la plus importante. Et donc, on est allé dans ces quartiers pour voir comment les habitants, qui sont originaires, par exemple, d'Haïti, appellent ces quartiers, dans quelle langue ils utilisent pour nommer ces quartiers et comment les différents habitants nomment différemment les lieux. Donc là, vous avez un exemple simplement des quartiers tels qu'ils sont nommés
d'un point de vue administratif ou du point de vue des habitants. On a également réalisé la première carte en créole guyanais de Cayenne à partir d'un roman qui a été publié à la fin du 19e siècle, qui est un roman qui était interdit, qui s'appelait Atipa, qui a été publié sous pseudo et qui était le premier roman en créole guyanais. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, en 2020, il n'y avait toujours pas une seule carte en créole guyanais en Guyane. Donc là, on a repris l'odonymie, c'est-à-dire les noms des rues qui figuraient dans ce roman, pour les faire apparaître sur une carte. Et il y a tout un mouvement aussi de reconnaissance du créole guyanais qui est en train d'essayer de monter en puissance en Guyane. On a également fait un travail pour analyser les différentes langues qu'on va retrouver dans ces toponymes, pour montrer aussi que toutes ces différentes bases toponymiques, elles permettent de bien mettre en évidence la multiculturalité de ce territoire, et elles permettent surtout de sortir d'une idée reçue. Alors là, c'est la petite carte, je ne crois pas que vous voyez ma souris, donc c'est plutôt la petite carte que vous avez en haut à gauche, qui est issue en fait d'un ancien atlas qui faisait le bilan des aires linguistiques en Guyane. Et vous voyez que la carte était extrêmement schématique, puisqu'en fait, vous aviez deux rectangles roses qui nous disent, en fait, là, on est dans des aires linguistiques amérindiennes. Vous aviez un triangle marron qui nous dit, donc sur l'aval du Maroni, on est dans des aires linguistiques bushinengue, et vous aviez un rectangle bleu sur le littoral qui nous dit, on est dans des aires linguistiques créoles ou métropolitaines. Et donc, on avait une espèce de vision des territoires, et notamment des territoires culturels, comme des zones extrêmement étanches, opaques et figées. On a des polygones qui ne se superposent pas, et on a comme ça des communautés qui voisineraient sans se rencontrer. Donc, avec une linguiste, Isabelle Léglise, il y a tout un travail de cartographie qui a été fait ici, qui permet de montrer comment, en chaque lieu de vie du territoire, plusieurs langues sont parlées, et comment il y a en fait aussi une hybridation des langages qui peut voir le jour sur certains territoires. Voilà, deuxième exemple rapide, c'est sur la forêt. Alors la forêt, c'est bien sûr ce qu'on pense en premier en Guyane. On a montré qu'il y avait plein d'idées reçues sur la forêt qui étaient notamment véhiculées par des œuvres de fiction. Là, par exemple, c'est une bande dessinée où l'instituteur dit à ses élèves, attention, si vous êtes passage, je vous enverrai au bagne en Guyane, et on voit les élèves qui imaginent la forêt guyanaise comme une jungle hyper hostile. Mais dans des documents aussi des autorités publiques, on va retrouver quand même un certain nombre de productions cartographiques qui peuvent être problématiques. Par exemple, ce que vous avez à droite ici, c'est une des cartes de l'Atlas des paysages. Donc l'Atlas des paysages, tous les DREAL ou DEAL à l'époque devaient en produire dans toutes les régions françaises. Et en Guyane, donc c'est une carte qui date de 2008, on identifie 11 unités paysagères. 10 unités paysagères qui sont sur le littoral ou qui sont le long des fleuves frontaliers, et une énorme unité paysagère que vous avez ici représentée par une immense patatoïde verte qui couvre 95% du territoire, et que donc l'Atlas des paysages de 2008 appelle la forêt monumentale. Alors il y a un progrès parce qu'on ne parle plus de forêt vierge ou de forêt primaire, qui ont été des notions quand même très largement débattues et combattues par un certain nombre d'archéologues, d'historiens, de géographes. Mais on nous parle quand même d'une espèce de forêt monumentale, ce qui est une notion assez étonnante. Et donc, ce qu'on a essayé de mettre en évidence, c'est qu'en fait, on était très loin d'être face à un bloc monolithique et à une espèce de jungle impénétrable, comme les cartes parfois semblent le dire. Donc, en travaillant notamment avec des écologues, on a mis en évidence ici qu'on était face à une forêt dans laquelle on avait des habitats forestiers extrêmement diversifiés. La forêt du Nord n'est pas celle du Sud, n'est pas la même que celle de l'Est ou de l'Ouest. Et puis surtout, on a une dynamique forestière qui est très différente. C'est-à-dire que les temps de renouvellement du couvert forestier ne sont absolument pas les mêmes partout sur le territoire, notamment parce qu'on a une couverture géomorphologique, une couverture des sols pédologiques différente. On a aussi pu mettre en évidence qu'on avait une forêt qui était occupée et qui a été très largement occupée au fil du temps. Donc là, par exemple, vous avez des données LIDAR, donc qui vous présente le relief de façon très précise, et vous voyez une forme géométrique quasi parfaite qui est en fait un micro-relief, une micro-topographie. C'est ce qu'on appelle un site à fossé. Certains parlent aussi parfois de montagne couronnée. C'est une micro-topographie qui a été réalisée au temps précolombien. Donc il y a plusieurs milliers d'années. Vous avez en fait là un cercle qui fait 500 mètres de diamètre, 3 mètres à peu près de fossé a été creusé. Moi, je suis allé sur ce site et j'ai dû passer 3 fois alors que j'avais le point GTPS pour bien me rendre compte que j'étais effectivement sur ce site. Et puis ensuite, finalement, en comprenant que j'étais au bon endroit, j'ai pu lire le paysage, mais je n'aurais pas eu l'information, je serais passé à travers sans rien voir.
Et c'est ce type de représentation cartographique qui aujourd'hui font dire à différentes communautés amérindiennes qu'elles occupaient historiquement tout un tas de territoires qui aujourd'hui sont parfois considérés comme des territoires vides de toute population ou qui n'ont jamais été occupés. C'était le cas, par exemple, du projet de la Montagne d'Or, dont vous avez souvent entendu parler, projet extractif extrêmement volumineux en termes de superficie et qui revendiquait de s'installer dans une zone qui n'avait jamais été occupée, alors que 5 montagnes couronnées ont été identifiées à partir de ces données laser. Donc ces données laser, elles sont aujourd'hui, comme elles sont très parlantes, très utilisées, notamment par des collectifs pour revendiquer des terres. Voilà, je vais passer plus vite. On a travaillé aussi avec des historiens pour essayer de cartographier les zones de chasse, les zones de pêche, pour aussi montrer comment les villages se déplaçaient, les lieux de vie se sont déplacés au fil du temps, pour bien aussi avoir en tête que la situation d'aujourd'hui n'est pas une situation figée. On l'a déjà dit, donc la forêt est aussi une forêt qui est nommée. Et puis, c'est aussi une forêt qui est largement travaillée. Alors là, c'est des données qu'on a obtenues des Forces armées de Guyane et de l'EMOPI. Donc, ce que vous avez ici sous les yeux, c'est un cours d'eau que vous voyez avec beaucoup de méandres puisqu'on est dans une zone qui est très plate. Et puis, vous voyez des petites zones déforestées qui nous font dire qu'on est sûrement en présence d'un chantier et plutôt là d'un chantier d'orpaillage illégal. Et donc, quand on regarde simplement cette image, on se dit l'accès au chantier doit se faire par la rivière. Puis, on voit quelques zones un peu plus claires qui sont peut-être des pistes. Il se trouve que dans ce secteur, les Forces armées de Guyane ont ratissé complètement le territoire pour essayer de façon exhaustive, et ils le font rarement, mais là ils l'ont fait, de relever au GPS toutes les pistes qui étaient présentes sur le secteur. Et c'est donc la diapo suivante, et vous voyez en orange tout ce chevelu extrêmement dense de pistes. On a presque un réseau routier, entre guillemets, plus dense que dans le centre de Cayenne. Et donc on voit bien qu'on est dans une forêt qui est loin d'être un bloc infranchissable, bien au contraire. Vous avez tout un tas de ponts, vous avez tout un tas de passages qui existent et qui permettent de passer ou de contourner tout un tas de barrages qui peuvent se mettre en place. Donc, on est dans une forêt travaillée et très largement parcourue. Et puis, on est aussi dans une forêt très largement imaginée. Et là, il y a tout un travail qui a été fait avec les enfants des écoles primaires, des collèges et des lycées pour leur proposer de faire des cartes mentales sur la façon dont ils voyaient la forêt, puisque les Guyanais eux-mêmes ne sont pas forcément toujours du littoral, ne sont pas forcément toujours des enfants qui connaissent ou qui parcourent la forêt. On a notamment interrogé des gens qui étaient en internat et qui venaient du sud de la Guyane, des Brésiliens, et puis aussi bien sûr des métropolitains, des créoles, des Mongs, des Haïtiens, etc. Voilà, je vais passer. Voilà, donc c'était pour vous donner une idée un petit peu globale de cet atlas critique de la Guyane. Donc 12 chapitres ont été réalisés avec, je vous le disais, plus de 80 contributeurs, avec toujours cet esprit de déconstruire un petit peu des cartes dominantes et de montrer d'autres visions. Notre idée, c'est vraiment non pas d'aller montrer une vérité du territoire, mais d'aller montrer véritablement un territoire pluriel, complexe, et que la cartographie peut nous aider à appréhender si on n'en a pas un usage simplement simpliste et si on ne se cantonne pas à des représentations cartographiques un petit peu basiques. Voilà, alors pour terminer, si vous m'accordez encore peut-être 3 minutes, je peux vous dire 2 mots sur cette étude pour les MOPI. Sinon, si vous préférez, je peux garder ça pour la phase de discussion ou la fin. C'est comme vous le souhaitez. S'il n'y a pas d'opposition, je peux poursuivre. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans le chat si vous voulez que je stoppe. Sinon, je peux effectivement donc, vous dire 2 mots sur cette étude. Voilà, donc en fait, c'est une étude qui est… alors, ce qui est particulièrement intéressant pour nous chercheurs, c'est qu'en fait, on a mené un travail de recherche, notamment dans le cadre d'un projet ANR qui s'est terminé en décembre dernier, qui était coordonné par François-Michel Le Tourneau, qui est géographe aussi au CNRS, et qui s'intéressait à la gouvernance à distance des grands espaces. L'idée, c'était de regarder comment des marges territoriales sont gouvernées à distance, alors par leur capitale régionale, donc comment, par exemple, l'intérieur de la Guyane est contrôlé par Cayenne, mais aussi à distance par Paris ou par des instances européennes, et donc d'essayer de voir comment les différents niveaux de contrôle à distance s'emboîtent pour tenter de contrôler des territoires qui sont souvent des territoires difficiles d'accès, lointains et compliqués. Et donc, on avait pris la Guyane intérieure et la MAPA comme cas d'étude. Et dans ce programme, moi, je coordonnais avec un collègue de la Sorbonne, Pierre Gautreau, l'axe 1, qui s'intéressait plus particulièrement à la façon dont aujourd'hui les données, la cartographie, mais aussi les statistiques, sont utilisées dans la gouvernance à distance des territoires.
Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de regarder comment des politiques publiques sont mises en œuvre ou comment des bilans, des diagnostics sont mis en œuvre à partir de données qui souvent sont lacunaires, résultent de bricolage un petit peu méthodologique et comment, malgré tout, on utilise ces données pour essayer d'en tirer des éléments de synthèse et d'alimenter des prises de décision. Donc, on a eu plusieurs études de cas, notamment sur les données environnementales, la façon dont ces données sont utilisées aussi, notamment dans le cadre des conflits frontaliers, les référentiels cartographiques. Et puis, donc, on a eu une étude sur 2 observatoires concurrents sur l'activité d'orpaillage. Un observatoire mis en place par la préfecture de Guyane, qui est l'OAM, l'Observatoire de l'activité minière, et l'observatoire Open, qui est l'observatoire des pressions environnementales, l'observatoire participatif des pressions environnementales du WWF. Et donc, on a étudié à la fois l'organisation de ces dispositifs. Donc, dans le cas de l'OAM, il y a eu toute une organisation pour fédérer les différents services de l'État autour d'une même base de données, d'un même protocole d'analyse. Et ça n'a pas été simple parce que chaque service de l'État avait finalement, et au sein même du ministère de l'Intérieur, il y avait des ambitions, des objectifs, des enjeux sur les territoires qui étaient différents et qui se traduisent très concrètement par des productions cartographiques ou de données qui vont être très différentes. Donc, quand il s'agit de mettre tout ensemble, ce n'est pas simple. Et du côté du WWF, il y a aussi toute une organisation qui a été mise en place pour essayer d'avoir un système participatif et pour essayer d'avoir aussi un système transnational qui travaille à l'échelle du bouclier des Guyanes. On a ensuite étudié plutôt la technique, essayé de regarder les différentes modalités de production de données. Par exemple, à gauche, vous avez une illustration qui provient de l'OAM. Il y a tout un travail qui est fait pour essayer de détecter l'orpaillage illégal à partir de la turbidité de l'eau. Donc la turbidité de l'eau, c'est quand les cours d'eau sont chargés en sédiments. On va ensuite, à partir des images satellites, être en capacité d'identifier ces zones et de remonter en amont pour essayer de trouver le placère, le chantier qui a provoqué cette turbidité. Et puis à droite, vous avez tout un dispositif de cartographie à distance qui a été mis en place par le WWF Allemagne, puisque la branche allemande du WWF est extrêmement compétente en matière de cartographie. Donc, c'est elle qui a pris le leadership là-dessus pour accompagner le WWF Guyane dans la mise en place d'un dispositif dit participatif et collaboratif. Je dis dit participatif et collaboratif parce que nos observations ont montré qu'en fait, il n'y avait pas réellement de participation dans ce projet. Et puis ensuite, on a étudié, dernier point, la diffusion de ces données. Comment les services de l'État ou l'ONG diffusent leurs données et finalement dans l'espace public, comment notamment les médias reprennent ou pas les différentes informations. Et donc, ce que vous avez à gauche, c'est par exemple la dernière carte qui a été diffusée par l'État français sur le bilan de l'activité d'orpaillage. C'est une carte qui date de 2016. Elle a fait en fait énormément polémique et le préfet qui a pris le relais à partir de 2017 a décidé d'arrêter. Donc, depuis 2017, il y a un blackout de l'État en matière de communication de chiffres sur l'orpaillage. L'État français ne communique que sur les activités qui sont menées par ses troupes. Donc, on va régulièrement avoir des messages sur Twitter, Facebook ou dans le journal pour nous dire qu'il y a eu 3 moteurs, 200 grammes, tant de volume d'essence de saisie, mais on n'a plus aucune vision globale qui est proposée par l'État français. Donc, on ne sait pas où on en est au niveau de l'activité. Et donc, face à ce blackout et ce vide de l'État français, le WWF, en 2016, a lancé son projet et a produit ses propres cartes, avec un observatoire et des cartes qui sont pleins de biais méthodologiques, qui sont extrêmement discutables, mais qui sont omniprésentes dans l'espace public, puisqu'en fait, elles sont très largement diffusées sur des portails, sous la forme de données cartographiques, de flyers, de cartes, etc. Et c'est aujourd'hui les données qui font autorité, j'ai envie de dire, faute de mieux. Voilà, donc nous, on a fait toute une analyse de différentes stratégies qu'on a reprises en partie dans l'Atlas, mais qu'on a reprises aussi dans un article qui est en libre accès, si ça vous intéresse, dans une revue qui s'appelle le Géojournal. Et en fait, la préfecture de Guyane a lu cet article, l'a traduit en français, l'a diffusé dans tous les services. Et à l'occasion d'un changement de doctrine en matière de communication de la préfecture, il a été décidé de repenser la stratégie de communication des données d'orpaillage de l'OAM, donc de l'Observatoire de l'État, et donc ils nous ont mandaté pour mener cette étude. Alors là, je vous ai mis en jaune une phrase du préfet de Guyane qui date de septembre 2022. Il était interrogé à la radio et il déclarait « Pour les résultats de l'orpaillage, je ne vous renvoie pas sur des documents faits par la préfecture, car il y a toujours ce doute sur le fait que la préfecture manipule tout. » Donc en fait, la préfecture, elle se retrouve dans une double situation conflictuelle. C'est que d'une part, ces chiffres sont souvent remis en cause, mais surtout, en fait, elle communique très peu de chiffres de manière globale.
Et donc là, ce que nous demande notamment l'EMOPI, c'est de mener une vraie réflexion avec l'ensemble des acteurs qui participent à cet observatoire, donc la gendarmerie, l'ONF, le BRGM, les forces armées de Guyane, le parc amazonien de Guyane, la préfecture, la DEAL, mais également avec des acteurs externes qui ont beaucoup d'attentes pour essayer de voir aussi quelles sont leurs attentes, notamment la Fédération des miniers, le WWF et différentes associations. Et l'idée, ça va être d'accompagner finalement l'OAM dans une réflexion sur une nouvelle stratégie de diffusion et de communication des données. Donc, il ne s'agit pas pour nous d'aller identifier de nouvelles données à produire. Il y a déjà beaucoup de données, mais d'essayer de comprendre comment on peut développer une stratégie de communication et comment ces données peuvent aussi permettre de faire un peu de prospective, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des données très riches qui permettaient sans doute d'essayer de voir des dynamiques d'orpaillage et donc de pouvoir aussi produire peut-être des modèles prospectifs. Donc ça, vous en reparlerez certainement avec les personnes de l'EMOPI que vous rencontrerez la semaine prochaine. Pour nous, en tant que chercheurs du CNRS, c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement, à la fois parce que ça permet de montrer que nos travaux ne sont pas totalement inutiles, ils permettent à des acteurs de bouger et de nous solliciter. Ils vont nous permettre d'actualiser nos travaux et puis vraiment de nous immerger dans un dispositif de gouvernance à distance par la donnée qui constitue un élément clé de ce qu'on essaye, nous, d'analyser. Voilà, j'ai fait le tour et je vous remercie de votre attention. Je vais donner la parole à l'État. Maintenant, Frédéric Joram, donc, qui va prendre la suite et vous présenter l'action de l'État. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Préfet. Bonsoir à tous les auditeurs, qu'ils soient ici dans l'amphithéâtre Louis ou plus nombreux à distance. Je veux préciser que je suis accompagné de Camille Dagorne, qui est la directrice de cabinet de la directrice générale des Outre-mer, qui m'a aidé à préparer cette présentation et qui pourra m'aider à répondre aux questions si vous en avez. D'abord, à la Direction générale des Outre-mer, nous nous réjouissons que cette session nationale de l'IHEMI se rende dans un territoire d'outre-mer. Vous avez choisi la Guyane, très, très bon choix. Très bon choix parce que c'est évidemment un territoire très particulier, y compris dans l'ensemble des territoires d'outre-mer. Quelques éléments pour planter un petit peu le décor. Alors, je me risque moi aussi à projeter quelques cartes, mais avec beaucoup moins de prétentions scientifiques, naturellement, que mon prédécesseur au micro. Pour simplement faire toucher du doigt ce qu'est la Guyane sur le plan de sa superficie, c'est un territoire immense, grand à peu près comme la région Aquitaine, comme vous le voyez. C'est le seul territoire d'outre-mer qui n'est pas une île, mais à certains égards, ça en a les caractéristiques, notamment par sa difficulté d'accès depuis l'extérieur. Sur le plan institutionnel, la Guyane est ce qu'on appelle un département-région d'outre-mer, c'est-à-dire un de ces 5 territoires régis par l'article 73 de la Constitution. Dans ces 5 territoires, on applique le principe de l'identité législative. Ça veut dire que les lois et les règlements adoptés par le législateur ou par le pouvoir exécutif au plan national s'appliquent de plein droit dans ces territoires, sauf mesures d'adaptation particulières. Et il peut y en avoir selon les sujets. Mais voilà, retenez qu'en vertu de ce principe, c'est le droit commun qui s'applique en Guyane, comme en métropole, modulo quelques adaptations. Du point de vue de l'Union européenne, la Guyane est une région dite ultra-périphérique. Ça veut dire qu'elle fait partie de l'Union européenne, même si elle n'appartient pas à l'espace Schengen, naturellement. Elle fait partie de l'Union européenne et à ce titre-là, le territoire bénéficie de très nombreux fonds européens, notamment les fonds européens qui sont destinés aux régions les plus en difficulté, les plus éloignées de la moyenne sur le plan de leur développement économique et social, et qui sont donc des ressources financières très importantes destinées à aider le territoire à rattraper l'écart par rapport à la moyenne européenne. Toujours sur le plan institutionnel, il y a en Guyane une collectivité territoriale unique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de conseil régional et de conseil départemental, il y a une collectivité territoriale de Guyane, la CTG, qui rassemble
dans la même main les compétences départementales et les compétences régionales, donc avec un président élu par une assemblée elle-même issue du suffrage universel. Collectivité territoriale unique, mais il y a néanmoins des communes qui sont au nombre de 22 seulement pour un territoire de cette superficie. C'est vous dire l'immensité du territoire de chacune de ces communes. Et 4 intercommunalités. La population est estimée à environ 300 000 habitants, ce qui en fait un territoire très peu dense. Et pour cause, en fait, cette population, elle est essentiellement regroupée sur le littoral, ainsi que sur les 2 fleuves, le Maroni à l'ouest, l'Oyapock à l'est. La dynamique démographique aujourd'hui en Guyane est très forte. C'est avec Mayotte le département français dans la population croît le plus vite. Et cette dynamique démographique est particulièrement forte à l'ouest du territoire. Donc c'est la zone de Saint-Laurent-du-Maroni et de ses environs qui voit sa population augmenter le plus rapidement dans le contexte actuel. Alors, pourquoi parle-t-on d'interculturalité en Guyane ? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est ce que je vais dire est la palissade parfaite. C'est un territoire d'Amérique du Sud, donc entouré de pays hispanophones, lusophones, anglophones. C'est un territoire qui a connu plusieurs vagues successives d'immigration. C'est un pays dont la population est diverse. Il y a notamment plusieurs populations amérindiennes, des populations issues de la colonisation, ainsi que des populations venues des pays voisins. Et on trouve dans ce territoire de très nombreuses langues et cultures, très diverses. Et enfin, c'est un territoire qui se caractérise par une très grande continuité géographique avec ses voisins. En fait, il faut bien voir que ces 2 frontières fleuves n'ont en réalité de frontières que le nom. Voilà. Les frontières, le Maroni ou l'Oyapock sont en fait des espaces de vie, des espaces d'échange entre le Suriname et la Guyane à l'ouest, entre le Brésil et la Guyane à l'est, et on le verra, d'échanges quotidiens, de mouvements de population et d'échanges de denrées licites et illicites. Voilà. Mais ce sont des espaces de vie et il serait tout simplement illusoire d'espérer ou de prétendre contrôler ces frontières, car les passages ils sont beaucoup trop nombreux, elles sont elles-mêmes beaucoup trop vastes et la circulation est en fait complètement libre. On estime qu'il y a environ 1000 pirogues chaque jour qui traversent le Maroni pour du Suriname rejoindre Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Voilà. Alors, dans ce contexte, les principaux enjeux pour l'État dans ses compétences régaliennes, on peut les regrouper sur un plan géographique. Il y a des enjeux de coopération transfrontalière avec le Brésil, même chose avec le Suriname à l'ouest, et puis des enjeux d'adaptation interne au territoire, à ce très grand territoire. Si on se tourne vers l'Est, d'abord, songez que notre frontière avec le Brésil, plus de 700 km, est la plus grande frontière terrestre française. Voilà. C'est une frontière terrestre fluviale, voilà. Mais c'est la plus grande frontière française. Il y a en face, côté brésilien, l'État de l'Amapá, peuplé de plus de 800 000 personnes, et qui est l'un des États les plus pauvres du Brésil. Voilà. Donc avec un différentiel de niveau de vie qui est très en faveur de la Guyane, et qui donc fait de la Guyane un territoire attractif pour ces populations de l'Amapá. Alors, je l'ai dit, le fleuve Oyapock est un espace d'échange. Néanmoins, les autorités françaises entendent limiter, dans la mesure du possible,
les afflux de population, en tout cas, souhaitent juguler les flux migratoires irréguliers. C'est pour ça que les Brésiliens qui se rendent en Guyane sont soumis à une obligation de visa, pendant que les Brésiliens qui se rendent en métropole ne sont pas soumis à une obligation de visa, et que les Français qui se rendent au Brésil, qui viennent de métropole ou de Guyane, ne sont pas non plus soumis à une obligation de visa. Vous voyez le caractère asymétrique de cette obligation de visa, qui est évidemment un sujet irritant dans la relation bilatérale franco-brésilienne. Alors pour autant, malgré cette obligation de visa, il y a néanmoins des permis de circulation qui sont donnés aux populations frontalières, parce que comme je le disais, les échanges sont quotidiens pour de très nombreux habitants et de l'Amapá et de l'Est de la Guyane. Donc autour de cette frontière fluviale, donc des enjeux migratoires, vous l'avez compris, aussi un enjeu sur lequel nous reviendrons un petit peu plus tard, qui a déjà été évoqué avec des cartes à l'appui tout à l'heure, un enjeu de lutte contre l'orpaillage illégal, parce qu'une grande partie de ces orpailleurs illégaux, appelés garimpeiros, viennent du Brésil pour piller la ressource aurifère en Guyane. C'est pour ces raisons que les autorités françaises et brésiliennes ont instauré, il y a déjà un peu plus de 10 ans, un centre de coopération policière de façon à mettre en commun les informations et s'efforcer de lutter contre les flux irréguliers autour de cette frontière. Nous avons également un magistrat de liaison à l'ambassade de France à Brasilia pour structurer, densifier la coopération judiciaire entre le Brésil et la France. Et puis, j'y reviendrai tout à l'heure, le gouvernement français vient de créer, il y a quelques semaines, une sous-préfecture d'arrondissement sur cette frontière, avec notamment pour objectif d'animer cette coopération bilatérale franco-brésilienne qui représente de très nombreux enjeux. Si on se tourne à l'ouest, donc côté Suriname, nous avons là une frontière également fluviale sur le Maroni qui fait plus de 500 km de long. Nous avons là aussi des enjeux migratoires. De la même manière, nous avons donc des habitants du Suriname qui cherchent à entrer en Guyane, très souvent irrégulièrement, mais nous avons aussi une immigration irrégulière haïtienne qui transite par le Suriname et qui constitue une partie très importante de la demande d'asile en Guyane, qui a énormément cru au cours des dernières années. Alors, il y a aussi des demandes d'asile qui arrivent par le Brésil, et ça n'est pas intuitif comme ça quand on regarde une carte, mais il y a par exemple de nombreux Syriens qui arrivent en Guyane via le Brésil. Voilà. Et donc, ces arrivées de migrants, donc ce sont des arrivées régulières, ce sont des personnes qui, une fois sur le territoire français, demandent l'asile, et naturellement, cet afflux fait peser une pression assez forte sur les services français de la demande d'asile, y compris dans leur dimension hébergement des demandeurs d'asile, parce que, comme vous le savez sans doute, une fois que quelqu'un est reconnu comme demandeur d'asile, l'État lui doit des conditions de subsistance, autrement dit un hébergement. Nous avons une coopération transfrontalière avec le Suriname. Elle n'est pas aussi structurée que la coopération avec le Brésil. Nous avons en face de nous un partenaire lui-même moins structuré que le Brésil. Elle a parfois connu des débats. On est en ce moment dans une dynamique positive et le ministère de l'Intérieur a décidé d'implanter de nouveau, après 8 ans de vacances du poste, d'implanter de nouveau un attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France à Paramaribo, de façon, là encore, à structurer et densifier la coopération bilatérale en matière de sécurité. Cette frontière présente aussi d'énormes enjeux côté orpaillage illégal, parce que tous les orpailleurs illégaux ne viennent pas de l'Est, il en vient aussi de l'Ouest. Et une partie des produits ou du matériel qui servent à l'exploitation illégale des gisements aurifères vient par le Suriname. Et c'est aussi une zone d'entrée irrégulière de produits stupéfiants qu'on retrouve ensuite à l'aéroport de Cayenne,
puis à Roissy ou à Orly, lorsque les mules n'ont pas été interceptées au départ. Mon prédécesseur au micro l'a dit tout à l'heure, mais c'est une originalité qu'il faut avoir à l'esprit. Cette frontière de plus de 500 km entre le Suriname et la France est encore en partie incertaine. Voilà. Nous progressons depuis le début du XXe siècle, pas à pas, segment par segment, mais il reste effectivement un segment de frontière qui n'est pas encore tracé, ou plutôt sur lequel le tracé surinamien ne correspond pas au tracé ou à l'idée que se font les autorités françaises de ce tracé. Voilà. Mais bon, il y a une volonté des deux côtés de progresser en la matière. On finira par y arriver, mais à chaque fois qu'un accord est trouvé, il faut encore qu'il soit ratifié par chacun des parlements, et c'est parfois très long, notamment du côté du Suriname. Voilà. Je vais passer directement, sans m'arrêter sur la pêche illégale, aux adaptations internes à la Guyane. C'est sans doute ce dont vous allez être témoin pendant votre voyage sur place. Parce qu'évidemment, pour administrer un territoire de cette nature, de cette immensité, de cette diversité, on ne peut pas raisonner exactement comme on le fait dans n'importe quel autre territoire départemental ou régional français. Il y a quelques années, en 2019, a été décidé de revoir de fond en comble l'organisation des services de l'État en Guyane, dans un objectif d'unification sous l'autorité du préfet, d'une efficacité plus grande sur l'ensemble du territoire, de rééquilibrage au profit de l'Ouest guyanais, dont je vous ai dit qu'il était le plus dynamique démographiquement, et finalement de plus grande proximité à l'égard des populations. Alors c'est un projet qu'on a appelé OSE, comme Organisation des services de l'État. Cette nouvelle organisation, elle est en vigueur depuis maintenant 3 ans, et elle concerne 1000 agents. C'est-à-dire 1000 agents dont les services ont été complètement réorganisés dans un schéma que je vais vous présenter dans un instant, avec en fait 2 pôles administratifs, à Cayenne au chef-lieu de département et à Saint-Laurent-du-Maroni au chef-lieu d'arrondissement à l'ouest. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette organisation qui n'est sans doute pas complètement lisible, mais retenez simplement que c'est un territoire où on a, comme souvent outre-mer, un nombre important de membres du corps préfectoral, parce que, outre préfet, secrétaire général, directeur de cabinet, sous-préfet d'arrondissement, on a ajouté un sous-préfet faisant fonction de secrétaire général pour les affaires régionales, un sous-préfet chargé de mission pour la lutte contre la pauvreté et la cohésion sociale, et parfois d'autres sous-préfets chargés de mission. Il y avait jusqu'à il y a peu un sous-préfet chargé des communes de l'intérieur, qui est maintenant le sous-préfet de l'arrondissement de l'Est. Voilà. Et puis, les services de l'État ont été regroupés dans des directions générales qui portent des noms et occupent des périmètres assez différents de ce qu'on connaît en métropole. J'ajoute enfin que on est allé plus loin qu'ailleurs dans la mutualisation des fonctions support. Par exemple, la Direction générale de l'administration, la DGA, sous l'autorité du préfet, exerce des fonctions support, y compris au profit de services qui ne sont pas sous l'autorité du préfet, comme la Direction régionale des finances publiques. C'est une des particularités de ce territoire en termes organisationnels. Alors, l'une des innovations en termes d'organisation, et la plus récente, c'est la création d'une nouvelle sous-préfecture. C'est pas banal de créer une nouvelle sous-préfecture. Alors, il y en a eu 5 qui ont été créées récemment, dont une en Guyane. C'est à Saint-Georges-de-l'Oyapock, donc sur le fleuve Oyapock, à la frontière franco-brésilienne. Alors, sous-préfecture originale à plusieurs égards. D'abord, c'est un arrondissement de seulement 7000 habitants. Donc, c'est assurément l'un des moins peuplés, peut-être le moins peuplé, je n'ai pas vérifié, de France. Pour autant, extrêmement vaste. 7000 habitants, 4 communes seulement.
Alors on dirait, bon, pourquoi est-ce qu'on crée un arrondissement aussi loin, enfin aussi dans un territoire aussi vide? Bon, ben, en réalité, d'abord parce que selon la formule consacrée depuis longtemps, on n'administre bien que de près, et pour se rendre de Cayenne vers ces communes de l'Est et vers cette zone frontalière, il faut beaucoup de temps. Parce que créer une sous-préfecture, c'est aussi faire venir des antennes des services de l'État, et c'est poster un interlocuteur de proximité avec les autorités brésiliennes de l'État de l'Amapá. Et l'une des missions principales de ce sous-préfet, qui est maintenant en poste depuis la fin de l'année dernière, c'est bien d'animer au quotidien, pas seulement dans le cadre de comités de pilotage annuels ou semestriels, c'est d'animer au quotidien la coopération bilatérale franco-brésilienne en tout domaine, dans le domaine de la sécurité, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi s'agissant des échanges économiques et commerciaux. Et par ailleurs, le territoire de l'Est guyanais est un territoire assez déshérité. Le taux de chômage est extrêmement élevé, vous le voyez à l'écran, donc de très très forts enjeux de développement économique. Donc nous avons maintenant en Guyane 3 arrondissements. L'arrondissement chef-lieu de Cayenne, qui a du coup été rétréci, l'arrondissement de l'Ouest Saint-Laurent-du-Maroni et l'arrondissement de l'Est Saint-Georges de l'Oyapock. Toujours dans cette adaptation du territoire à sa configuration particulière, un petit mot sur les frontières. J'ai dit tout à l'heure, les frontières internationales, les frontières fluviales, ne sont pas contrôlables pour des raisons physiques. Et donc, les services de l'État s'adaptent et, par conséquent, ont créé, et c'est la gendarmerie qui les tient, des points de contrôle routiers qui sont en fait des points de contrôle à caractère frontalier à l'intérieur du territoire. C'est pour ça que, dans le jargon, on parle de frontière introvertie. Ce n'est pas une frontière qui est là où elle devrait être, c'est-à-dire sur le point de passage juridique de la frontière. Elle est sur le territoire, sur les axes routiers, et grâce à ces points de contrôle routiers, on peut contrôler les flux qui se dirigent vers l'intérieur du territoire, notamment vers Cayenne, qui est le grand centre urbain économique. Et c'est à la faveur de ces contrôles qu'on peut intercepter des produits illicites, des produits de contrebande, des personnes recherchées ou des étrangers en situation irrégulière. Un mot également de l'organisation de l'État pour lutter contre l'orpaillage illégal. Ce fléau, alors c'est un fléau économique parce qu'il y a une exploitation légale de l'or en Guyane, mais donc qui est directement concurrencée par l'exploitation illégale. C'est un fléau environnemental, car pour extraire l'or, les garimperos utilisent des quantités très importantes de mercure qui polluent les sols et les rivières. Et puis des enjeux également de sécurité, parce que ces orpailleurs illégaux sont en fait des bandes armées, très structurées, et qui n'hésitent pas à commettre des délits graves, voire des crimes, et cet orpaillage illégal donne parfois lieu à des homicides. Alors, les services de l'État se sont organisés, ont créé un état-major permanent de lutte contre l'orpaillage illégal dans le cadre d'une opération conjointe qui s'appelle Harpie. Conjointe parce qu'elle associe la gendarmerie nationale, naturellement, qui intervient, notamment en sa qualité et en ses compétences de police judiciaire, mais avec le soutien des forces armées. Et donc, il y a en permanence un détachement de Légion étrangère qui intervient dans cette lutte contre l'orpaillage illégal. C'est chaque jour 200 militaires, 40 gendarmes sur le terrain pour lutter contre les sites d'orpaillage illégal. Repérer, intervenir, détruire. Et si on peut, arrêter les orpailleurs. Mais cette opération elle est conjointe aussi parce que la police nationale, notamment avec son office spécialisé dans la lutte contre les stupéfiants, l'OFAST, est également partie, les douanes, l'Office national des forêts, qui est le grand propriétaire de foncier de Guyane, le parc amazonien, et ainsi bien sûr que la chaîne judiciaire, parce que s'agissant d'opérations menées sur le territoire national, eh bien, le résultat est traité judiciairement, et non pas seulement
par l'intervention de la force, même si l'intervention de la force est bien souvent nécessaire, avec des prises de risque très importantes pour la gendarmerie et les armées qui interviennent. Et puis, dernier élément d'illustration de l'adaptation des services de l'État à ce territoire et à son immensité. Voilà, vous voyez à l'écran les temps de parcours qui conjuguent route et pirogue, ou alors voie aérienne et pirogue, ou route, voie aérienne et pirogue, pour se rendre dans ces 5 brigades de gendarmerie extrêmement isolées. Ce qui me conduit à conclure en appelant votre attention sur le fait que sur un territoire comme ça, les services de l'État sont confrontés à un très fort enjeu d'attractivité. Tous services de l'État confondus, nous avons du mal à faire venir autant d'agents de l'État qu'il est prévu et qui serait nécessaire. Ce déficit d'attractivité tient à plusieurs raisons. D'abord, l'éloignement, qui illustre cet exemple avec la gendarmerie, mais on pourrait prendre le même exemple avec l'éducation nationale. Cet éloignement, quand on est à Saint-Laurent-du-Maroni, Saint-Laurent-du-Maroni, c'est une vraie ville, là, on ne parle pas de Papay-Jeton ou Maripasoula, mais quand on est à Saint-Laurent-du-Maroni, on est à 4 heures de Cayenne. Voilà. Et on ne trouve pas tout à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc venir à Saint-Laurent-du-Maroni avec sa famille, avec des enfants en âge scolaire, on réfléchit un petit peu. Voilà. Pour le ministère de l'Intérieur, ce n'est jamais une chose très aisée de trouver un sous-préfet pour aller à Saint-Laurent-du-Maroni. Il faut multiplier cette difficulté par autant d'emplois de services de l'État. Voilà. Et donc, nous avons un déficit d'attractivité qui peut tenir donc, effectivement à cet isolement, qui peut tenir parfois à des inquiétudes pas complètement illégitimes sur le niveau de sécurité qu'on va trouver et que les familles vont trouver sur le territoire. Parfois, très souvent même, à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, une difficulté d'accès au logement. Le logement est rare parce que la pression démographique est élevée, et a fortiori le logement dans des zones sûres et à des loyers abordables pour des fonctionnaires. Un questionnement sur la scolarité des enfants, une difficulté éventuellement pour le travail du conjoint, la réputation du territoire qui est souvent perçue comme un territoire rude, notamment sur le plan climatique. Pour autant, moi, tous les fonctionnaires que je croise qui sont là-bas ou qui en reviennent, en général, sont ravis de leur séjour. Mais voilà, il n'empêche que le territoire a cette image de territoire rude. Et toutes ces raisons font que nous avons un déficit d'attractivité contre lequel nous essayons de lutter en renforçant, mais ça n'est évidemment pas suffisant, le volet indemnitaire pour les agents de l'État affectés en Guyane, mais aussi en facilitant l'accès au travail du conjoint, en essayant de faciliter l'accès au logement, en préparant mieux les agents qui sont affectés là-bas, en les préparant mieux leur séjour, en les accompagnant eux et leurs familles, etc. Autant d'actions pour essayer de renforcer l'attractivité de ce territoire, parce qu'un territoire comme celui-ci, et je pense que vous le verrez, vous le palperez presque pendant votre séjour sur place, un territoire où le besoin d'État est immense, quelle que soit par ailleurs la critique exprimée par les élus locaux à l'égard de l'État, il n'en demeure pas moins que le besoin d'État est immense et l'attente de la population à l'égard de l'État est immense, s'exprime parfois avec vigueur, voire violemment, mais cette attente est immense et voilà, notre devoir est d'y répondre. Je m'en tiens là, Monsieur le Préfet. Je serai prêt à répondre aux questions tout à l'heure s'il y en a. Oui, merci beaucoup. C'était passionnant, vraiment très, très riche avec beaucoup d'informations et qui montre la dimension des enjeux dans ce territoire qui ne nous échappait pas, mais qui nous apparaît encore plus crûment après cet exposé. Donc, je pense qu'on va enchaîner tout de suite parce qu'il est déjà 8 heures. Donc, sur notre troisième intervenant, avant d'avoir ensuite un temps de questions pour les 3 auditeurs. Hein. Donc, on démarre. On se connecte avec la Guyane, magie de la technique. Là, pour le coup, la visio, ça peut servir.
Oui, bonsoir tout d'abord. Je tenais à m'excuser puisque j'ai un souci avec ma caméra, donc vous n'allez pas me voir. Voilà, bon, je vais quand même être beaucoup plus court parce qu'il y a eu quelque chose d'assez complet hein, avec les deux autres intervenants, à la fois du CNRS et des services de l'État. Euh, pour être complet, donc voilà, Nickerson Perdius, je suis présentateur de la tranche d'info sur la chaîne Guyana Première du groupe France Télévisions. Et donc, en écoutant un peu les exposés, c'est assez intéressant. Moi, ce que je vais essayer simplement d'expliquer, c'est de donner un peu le pouls de ce territoire, la vision de la population par rapport à toutes ces problématiques, et notamment celles qui nous concernent, pour donc agrémenter un peu les données que vous souhaitez avoir avant cette visite. Alors, tout à l'heure, on parlait d'attentes immenses. Alors, cette attente, en effet, est immense, hein, notamment des services de l'État, parce que souvent, les politiques mettent en avant plusieurs arguments, dont un retard estimé pour la Guyane à 50 ans. Maintenant, il y a certainement débat entre spécialistes là-dessus, mais on parle souvent d'un retard d'une cinquantaine d'années, notamment d'infrastructures, et qui sont surtout visibles. Ce qui peut aussi créer cette attente, c'est qu'il y a beaucoup de retards visibles. Je prends des exemples sur les infrastructures routières, certaines infrastructures dans les différentes communes. Donc ça aussi, ça ajoute en fait à cette forme de pression qu'il peut y avoir autour des attentes de l'État, notamment au niveau des compétences régaliennes. Alors, le gros travail, en effet, c'est sur cette attractivité du territoire. Ça peut commencer aussi par balayer cette image donc de la Guyane qui a bien évolué lorsqu'on visite le territoire. Mais malheureusement, lorsqu'on ne visite pas ce territoire, c'est assez compliqué de toucher du doigt parce qu'il y a une vraie spécificité. La Guyane a même sa spécificité au sein même des territoires d'outre-mer. Pour avoir sillonné quelques territoires, nous avons vraiment des particularités. Alors, j'ai entendu parler tout à l'heure du contexte insulaire du territoire. Alors oui, sur certains aspects, mais nous sommes géographiquement ancrés, donc ça a des effets sur la réalité du quotidien dans un continent. Donc la dimension continentale est aussi présente et ça se voit notamment sur l'immigration avec donc les frontières incontrôlables. Alors l'aspect interculturel tout d'abord, je vais essayer de faire l'explication et d'avoir ce pouls en trois dimensions, trois aspects, l'aspect interculturel, pardon, les enjeux autour de la sécurité et aussi les enjeux autour de la justice. Parce que là aussi, c'est très important et d'ailleurs, c'est d'actualité. Alors, tout d'abord, le contexte interculturel. Nous sommes une construction pour la Guyane qui n'est autre que des couches en fait d'immigration successives. Donc, vous aviez les peuples premiers, les peuples autochtones. Vous avez donc issus de l'esclavage ces peuples marrons, ces esclaves qui se sont enfuis et se sont donc réfugiés dans la forêt. Et c'est pour ça qu'au niveau de la cartographie, avec M. Nouchet, donc, qui l'expliquait, il y avait déjà des populations. Donc, en effet, le travail de cartographie est très, très important là-dessus. Et vous avez donc ensuite plusieurs couches successives d'immigration. On peut par exemple prendre l'exemple le plus flagrant pour la Guyane, c'est lorsqu'il fallait construire le centre spatial guyanais, cette base spatiale, eh bien, il y a eu une arrivée d'immigrés pour construire donc cette base, notamment les Haïtiens, on en a parlé. Vous avez également une communauté Hmong qui a même donné lieu à un village et une activité agricole très très importante pour la Guyane. En gros, ce sont les Hmong qui cultivent en fait les fruits et légumes pour l'ensemble du pays. On va retrouver cette activité-là essentiellement chez eux. Donc c'est une couche en fait. Ce sont des successions donc d'arrivées de migrants. Et vous avez donc quand même un territoire qui est interculturel et avec des communautés qui vivent les unes à côté de l'autre. Alors parfois, il y a transversalité, parfois pas. Mais en tout cas, il y a quand même une répartition de ce territoire. Alors moi, j'aime utiliser ce terme qui a été d'ailleurs repris beaucoup
parce que ça a été issu de plusieurs travaux de politique, c'est le mot bassin de vie. Pour mieux comprendre la réalité de la Guyane, vous avez, on a parlé de Saint-Laurent-du-Maroni, on a parlé du chef-lieu Cayenne et de Saint-Georges, et notamment la sous-préfecture qui a donc été implantée là-bas. Eh bien, il y a une nécessité parce qu'en clair, c'est un bassin de vie. Et ces bassins de vie ne sont pas totalement connectés. Donc, il faut justement administrer de manière spécifique ces lieux de vie, même s'il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais l'immensité du territoire fait que la situation est complexe. Alors, cette interculturalité, donc, pour être complet là-dessus, est venue se rajouter notamment avec une immigration très récente venue du Moyen-Orient. On a aujourd'hui, on a parlé de la première vague syrienne qui arrive par le Brésil. On parle souvent de la filière du Suriname, mais l'immigration, c'est aussi la filière via le Brésil. Et vous avez maintenant d'autres pays donc de la région. Moi, j'ai pu faire des reportages récemment avec une arrivée d'Afghans. Alors, c'est très régulier, c'est très organisé. Ils arrivent à Cayenne même en bus, donc c'est très organisé et c'est surtout très régulier. Alors, à ce niveau-là, il y a beaucoup donc de mécontentement. Ça, c'est pour l'aspect interculturel du territoire parce que nous vivons dans une certaine harmonie, mais il y a tout de même cette dimension communautaire qu'on ne peut pas ne pas voir lorsqu'on arrive en Guyane, ne pas palper, ne pas toucher du doigt. Et c'est une des différences ici. L'aspect sécurité, qui est le deuxième point, qui pour moi est le point central. Puisque quand on parlait d'attentes immenses, à mon sens, c'est le point central, puisque la sécurité en Guyane est la principale préoccupation des habitants. Sur le plan sécuritaire et sur différents aspects là aussi. Tout d'abord en matière de délinquance. Je ne vais prendre qu'un exemple au niveau des chiffres. Alors, M. Nouchet parlait de chiffres non communiqués pour l'orpaillage illégal. C'est une mesure aujourd'hui qui fait beaucoup débat, le fait que les services de l'État, par le biais de la préfecture, ne diffusent pas ces chiffres, puisqu'aujourd'hui, la population a du mal à se situer, a du mal à situer les choses. Aujourd'hui, nous n'avons par exemple pas communiqué les chiffres sur le nombre d'homicides, par exemple, en Guyane pour l'année 2022. Pour faire très très court, en 2016, le territoire comptabilisait 42 homicides. Ça a donné lieu à un mouvement, les mouvements sociaux de mars et avril, qui était d'abord comme point de départ la sécurité et justement ces homicides. C'est un homicide de trop qui a déclenché ces mouvements sociaux. On était à 42 homicides. Alors les services de l'État devraient prochainement communiquer, mais 5 ans après, nous sommes pour l'année 2022 à 47 homicides. Après un plan d'urgence qui a été appliqué et 5 ans après, on a plus d'homicides que lorsque il y avait ce mouvement social. Donc, cet état des lieux crée beaucoup plus d'attentes et surtout de la frustration, et ça crée aussi beaucoup de manque de confiance auprès des services de l'État. C'est ce qu'on peut voir aussi auprès de la population, et d'où l'émergence de collectifs qui ont décidé eux-mêmes d'être comme des vigies, d'être présents, des groupes qui vont essayer de faire pression pour que les choses puissent avancer. C'est ce qu'on a constaté en 2017. C'était assez exceptionnel quand on a pu voir les différents collectifs se former, parce qu'il y avait tout un travail avec différentes couches de la population, différentes strates de la société, et c'était assez inédit. Ça, c'est pour l'aspect, par exemple, de la délinquance. Vous mettez à côté de cela, en parallèle, la dimension du trafic de stupéfiants. 20% de la cocaïne actuellement dans l'Hexagone arrive de Guyane. Vous comptez entre 30, 40, parfois voire 50 mules par avion. Et vous avez 2 vols en général par jour en direction de l'Hexagone. C'est une problématique qui, à mon sens, en tant qu'observateur là-dessus, à côté de l'orpaillage clandestin, devient très, très, très prégnante. Elle est très prégnante parce que
en vérité, il y a une économie qui est en train de se bâtir en parallèle de l'économie légale là-dessus. Et moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je suis assez circonspect et surtout inquiet de comment les choses vont se développer par la suite sur ce territoire. Nous sommes aujourd'hui gangrénés par ce phénomène donc de mules qui ingèrent plusieurs boulettes de cocaïne, en gros entre 500 grammes et 1 kilo, ça fait à peu près une centaine de boulettes de cocaïne qui sont ingérées, et vous avez donc autant de mules dans des avions. Ce qui pose des problèmes sécuritaires, et qui dit problème sécuritaire, ce sont les moyens que l'État doit mettre pour lutter contre ces phénomènes. Donc on est dans un territoire qui n'a pas une population énorme, mais en revanche, une activité extrêmement importante. Alors, juguler l'activité extrêmement importante, ça va demander de ne pas se référer forcément aux critères de nombre de population, par exemple, ou autre. C'est une vraie spécificité qui demande une vraie réflexion là-dessus. L'autre aspect aussi sur le plan sécurité, ça a été évoqué, c'est l'immigration. Alors oui, cette immigration est incontrôlée, mais il y a aujourd'hui une demande de la population qu'on a pu observer à travers les différents reportages, des différentes actualités, une demande de la population en termes de régulation, puisqu'il y a des conséquences sur la vie au quotidien, l'immigration incontrôlée et surtout l'immigration continue depuis de nombreuses années. Rappelons que la démographie en Guyane, c'est entre 1,5 et 2% par an. C'est très important. Nous sommes aujourd'hui à 296 000 habitants au 1er janvier 2023, selon les derniers chiffres de l'INSEE, mais on sait que c'est beaucoup plus important avec le phénomène de ces habitats informels, insalubres, qu'on retrouve un peu partout, à la fois sur Saint-Laurent et dans le chef-lieu à Cayenne. Alors, cette problématique de l'immigration aussi, l'État a répondu, notamment récemment, on en avait parlé, avec une multiplication, par exemple, de l'hébergement, puisque c'est le cœur, c'est l'accueil. Aujourd'hui, les compétences régaliennes, la population, clairement, aujourd'hui, se pose cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, les compétences régaliennes, donc, est-ce que les services de l'État sont à la hauteur des compétences qui lui incombent ? Et c'est cette question aujourd'hui qui provoque aussi cette frustration et c'est peut-être ces attentes. Et 250 places de mémoire, oui, 250 places en 2019, 1150 pour la fin de l'année dernière, 2022, en termes d'hébergement pour les demandeurs d'asile, par exemple. Alors, c'est une augmentation significative, mais au regard de l'activité, au regard du nombre d'arrivées sur le territoire de migrants, ça reste insuffisant. Donc là aussi, on est face à une situation qu'il faut résoudre, tout en sachant que nous n'avons pas, par exemple, en Guyane, de centre d'accueil, le fameux CADA. Alors, qui est demandé par certains, notamment là-dessus. Certains politiques, je le dis, d'autres associations comme la CIMAD, par exemple. Et vous avez donc cette problématique. S'ajoute à cela aussi sur l'aspect sécurité, l'orpaillage illégal. On l'a beaucoup dit, on en a beaucoup parlé avec notamment le dispositif Harpie. Harpie aujourd'hui qui a la forme actuelle, son efficacité aujourd'hui, beaucoup s'interrogent, certains politiques ne se cachent pas de demander donc aux autorités donc des comptes au niveau de l'efficacité de ce dispositif. En tout cas, la question se pose et la stratégie de l'État de ne pas communiquer sur ces chiffres de l'orpaillage en détail, on peut comprendre effectivement l'exactitude des cartes, mais en tout cas, il y a une conséquence, c'est que ça peut être perçu comme une opacité. Et c'est ce qu'on peut retrouver parmi les avis là-dessus. Même chose pour les chiffres de la délinquance. Hein. Je dis pour l'instant, moi c'est parce que je me réfère souvent, pour avoir fait beaucoup de faits divers, et j'ai beaucoup fait des affaires liées aux faits divers et à la justice, on se réfère aux différents sites, mais sinon nous n'avons pas de diffusion
de ces chiffres aussi, par exemple, pour le nombre d'homicides. Homicides en Guyane, je vous ai dit 47, par exemple, je regardais pour Marseille en 2022, homicides par balle, nous étions à 33. 33 homicides par balle à Marseille, 47 homicides, tous homicides confondus, en Guyane, pour une population de 300 000 habitants. Et c'est ce qui, aujourd'hui, interpelle beaucoup, notamment la population. La pêche illégale n'est pas du tout à prendre à la légère, également, puisque ça a aussi un impact sur l'activité économique. Une filière pêche qui se meurt, donc on laisse un pan également enfin, on laisse une filière, pardon, mourir, et enfin, on laisse une filière, pardon, mourir, mais au final, ça ne joue pas en faveur, eh bien, de l'emploi, et notamment du taux de chômage en Guyane qui est un peu plus de 20%. Et c'est une filière qui se meurt, alors qu'à côté, la pêche illégale ne cesse de se développer. Alors, je parle de pêche illégale, on parle souvent au large de nos côtes, mais bien plus au large encore, a été découvert également une activité très intense, que ce soit à l'ouest du territoire côté Suriname ou à l'est côté Brésil, donc les tapouilles brésiliennes et même côté surinamaise viennent donc régulièrement piller les eaux guyanaises. Ça aussi, ça fait donc partie de ce combo, hein, de préoccupations sur le plan sécuritaire. Et je terminerai par ce troisième point qui, à mon sens, est très, très, très important, puisque c'est la chaîne, c'est l'aspect justice. La Guyane a récemment connu donc une déclaration des magistrats qui ont décrété donc une justice morte jusqu'à la fin de l'année. Les audiences ont repris début janvier. Seules les priorités, bien sûr, étaient traitées. Mais cette alerte se faisait dans un contexte de retard flagrant, plus de 6000 dossiers de retard flagrant, et s'ajoute à cela donc cette justice morte, justice qui finalement, on a eu une semaine de justice morte, puis une justice au ralenti jusqu'à la fin de l'année. Donc on était sur 3 mois à peu près d'activité au ralenti. Et il faut le dire que c'était juste après la venue donc à la fois du ministre des Outre-mer, de l'Intérieur, du ministre de la Justice et également du ministre du Budget à l'époque. Donc lors des assises de la sécurité organisées par la collectivité territoriale de Guyane. Des mesures ont été annoncées, mais cela n'a pas empêché aux magistrats de le faire. Alors, pour schématiser, vous avez une petite juridiction, pareil, comme tout à l'heure, une petite juridiction en termes d'effectifs, mais vous avez une activité extrêmement folle. Et une activité très, très importante. S'ajoute à cela l'attractivité, parce que j'ai commencé par l'attractivité et je terminerai par l'attractivité. Et si je parle de ça, c'est que le renfort, par exemple, de cette brigade de magistrats arrivés sur le territoire, ça restera insuffisant. J'ai pu interroger notamment M. Marez Abbassi, qui est le président du tribunal judiciaire de Cayenne, qui salue donc ces renforts, notamment de 7 magistrats. D'autres renforts sont prévus, renforts en termes de greffiers également, avec même un concours en local. Et s'ajoute à toutes ces mesures sont saluées, mais il n'empêche qu'il répond en disant « c'est bien, mais ça ne sera pas suffisant pour traiter toutes les affaires que nous avons ». Et ça a des conséquences également sur la vision que la population peut avoir des services de l'État. Et ça crée justement ces frustrations, ça peut créer encore ce mouvement social. Alors, je ne sais plus qui parlait de mouvements parfois violents, et tout cela crée des frustrations. Vous avez donc en Guyane une justice débordée, des magistrats qui sont débordés de partout. Ceux qui vont arriver ont déjà, par exemple, on en a fait un reportage il n'y a pas longtemps, ont déjà une pile de dossiers qui les attendent, sans compter l'engorgement lié à l'immigration également, hein, sur le traitement de ces dossiers, puisque vous avez beaucoup de traitements pour les demandeurs d'asile, faisant l'objet de QTF par exemple. Ça aussi, ça engorge beaucoup, pas forcément l'aspect du tribunal judiciaire, hein, bien sûr, mais en tout cas, sur l'ensemble de la chaîne justice en Guyane,
vous avez un engorgement lié aussi à ça, lié aux affaires donc, de trafic de stupéfiants, ça a explosé, par exemple en 2022. Et toute cette dimension de la justice qui se retrouve débordée par toutes ces affaires, puisque la Guyane aussi a une augmentation de plus 48%. Alors, le préfet nous l'a dit il n'y a pas longtemps, je l'ai rencontré. Il nous l'a dit, mais il n'a pas encore communiqué, notamment des violences intrafamiliales, violences sexuelles en forte augmentation également. Et quand vous regardez les chiffres du taux d'homicide pour 1000 habitants, la Guyane est malheureusement très loin devant. Soit 11 à 10 fois supérieur à la moyenne hexagonale. Je vous laisse imaginer. Donc, c'est tout ce contexte, je terminerai là-dessus, qui fait qu'on a un territoire qui est attractif dans bien des aspects, l'aspect de la biodiversité, l'aspect interculturel, il faut aussi regarder de plus près parce qu'il y a vraiment une interculturalité intéressante en Guyane et qui peut même servir d'exemple de base pour d'autres territoires. Mais à côté de ça, il y a des enjeux qui gangrènent en fait tout ce potentiel. Et donc l'attractivité, ça doit aussi jouer. Donc ça doit jouer sur l'image du territoire, sur ses atouts. Je ne veux pas parler forcément de la partie économique parce que je serais peut-être un peu trop long. Mais on a une économie qui est, je vais juste aborder, on a une économie qui reste, bon, je vais utiliser le terme, une économie de comptoir. Souvent, c'est lié à la commande publique. L'économie est en bonne santé quand la commande publique est en bonne santé. Donc, lorsque la commande publique va mal, le territoire va mal. Et tout ce qui va avec également peut aussi aller mal. Et vous avez également une population quand même précaire. Et ça aussi, c'est un contexte, c'est un paramètre très important. Le PIB pour un habitant guyanais tourne autour de 15 700, 15 650 euros lorsqu'on est dans l'Hexagone au-dessus de 35 000 de mémoire. Alors là aussi, c'est un paramètre important. Donc on a une population relativement précaire. Et cette population relativement précaire s'ajoute à cette population non officielle qui est encore plus précaire. Donc des drames sociaux. Je travaille actuellement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur la dimension sociale, l'aide sociale à l'enfance qui est en grand danger sur le territoire, avec une alerte notamment en interne d'agents de la collectivité. La secrétaire d'État à l'enfance a été interpellée également là-dessus, avec une demande demandée à la préfecture d'une enquête de l'IGAS pour améliorer une situation qui se dégrade. Alors voilà un peu ce contexte qui, pour ma part, n'est pas simple et fait toute la singularité de ce territoire. Il faut l'appréhender non pas comme un territoire peu peuplé avec une grande superficie uniquement. Il faut y voir l'activité, le volume d'activité qui malheureusement n'est pas en adéquation avec la population notamment. Et c'est sur cet aspect, à mon avis, que les services de l'État sont beaucoup attendus. Et je terminerai par le fait que c'est très intéressant que vous fassiez cette visite et surtout pour vous de toucher du doigt un territoire. Et pour moi, l'exemple de la Guyane, ce n'est pas parce que je suis guyanais, mais les spécificités que nous vivons ici, en tant que journaliste, moi je suis émerveillé de travailler ici parce que c'est une activité très, très particulière au regard des nombreux enjeux que l'on vit ici. Et ça, c'est vraiment tout ce qui fait notre territoire qui reste, il ne faut pas l'oublier, continental également. C'est une dimension très, très importante puisque souvent, et je termine là-dessus, la politique menée en Guyane passe par une politique outre-mer. Et politique outre-mer elle-même qui est une déclinaison de la politique nationale. Sauf que dans la politique outre-mer, la grande majorité est basée sur une dimension insulaire, mais il ne faut pas oublier que la Guyane, n'étant pas insulaire, il faut prendre en compte sa propre spécificité. Donc souvent, elle reste lésée parfois parce qu'il y a des mesures qui vont concerner l'ensemble des autres territoires, mais pas celui de la Guyane parce que ça n'était pas forcément adapté. Voilà. Je ne vais pas être plus long, je sais que
c'est assez vague, assez complexe comme sujet. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai essayé d'être assez succinct et d'aller surtout à l'essentiel et de dire les choses les plus importantes. Voilà. Merci beaucoup de votre intervention également très, très intéressante et qui, je trouve, se recoupe bien avec les deux autres interventions, et bien sûr, chacun prêchant depuis, disons, son point de vue, hein. Avec, comme vous l'avez souligné à plusieurs reprises, la nécessité d'avoir une relation de confiance entre les autorités et la population. Par exemple, à un moment donné, vous avez cité les collectifs d'habitants qui se prennent en main, et donc en faisant en sorte que ces collectifs, disons, interviennent positivement et dans une bonne relation avec l'État. C'est un sujet d'ailleurs qu'on peut retrouver aussi en métropole, évidemment, mais qui, à l'échelle immense de cette île continent, finalement, qui est la Guyane, est encore plus difficile à manier.